On a tous eu des enseignants qui ont cru en nous et qui ont peut-être suscité notre vocation. Certains sont devenus nos auteurs. Bienvenue dans le podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à des enseignants qui ont choisi de transmettre leur pédagogie à travers nos manuels. Quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les anime? Retrouvez chaque mois l'interview d'un auteur qui vous donnera peut-être l'envie d'en être un. Je vous invite aujourd'hui dans une édition très spéciale de Vocation Auteur, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Daniel Berlion, qui pérennise depuis 1984 les célèbres manuels d'orthographe de la collection Bled chez Hachette. Daniel Berlion fut durant 12 ans instituteur, puis inspecteur en primaire, inspecteur d'académie et enfin vice-recteur. Il est aujourd'hui retraité de l'enseignement, mais pas de l'édition. Il a toujours été un fervent défenseur de la rigueur orthographique. Tout au long de sa carrière, il a constaté que les élèves n'étaient ni pires ni meilleurs, mais que le temps consacré à l'apprentissage de l'orthographe tendait à se réduire de décennie en décennie. Nous évoquerons son parcours, sa rencontre avec Monsieur et Madame Bled, et parlerons de cette formidable aventure éditoriale, ainsi que de ses multiples déclinaisons, jusqu'à la dernière édition pour le collège qui vient de paraître ce mois-ci, toujours chez Hachette. Bonjour Monsieur Berlion. Bonjour Pascal Joly. Alors, qu'est-ce qui vous anime, Daniel Berlion, et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre parcours? Ce qui m'anime, c'est pas facile de se définir. Ce qui m'anime, je crois que c'est surtout la curiosité. Et c'est une qualité à cultiver. Si on n'est pas curieux dans la vie, je suis partant pour toutes les aventures possibles. Chaque fois qu'on me propose un nouveau projet, ben je pars. On verra. Mon parcours, ben, il est tout simple. Je suis un enfant de la communale, comme on dit, un enfant du bled, puisque lorsque j'étais sur les bancs de l'école, j'ai eu des bleds. Et puis, ben, j'ai exercé pendant plusieurs années le métier d'instituteur. On ne disait pas à l'école, à ce moment-là, professeur des écoles, mais enfin, j'étais instituteur. Et puis, parallèlement, je faisais du rugby, alors donc, ça m'occupait bien. Donc, j'ai arrêté les études, je n'avais pas poursuivi à l'université. Et quand j'ai arrêté le rugby, ben, j'ai repris des études à l'université, licence, maîtrise, DEA. Et là, il a fallu choisir un sujet de thèse. Et comme je suis toujours peut-être un petit peu provocateur, parmi tous les étudiants qui choisissaient des sujets de thèse très classiques, bon, vous savez ce qu'il en est, je dis, et moi je voudrais étudier le phénomène Bled. Tout le monde me regarde. Non, il n'y en a pas un qui m'a demandé si ça venait de l'Algérie, mais... Et le professeur a accepté. Pourquoi pas? J'étais pris à mon propre piège, parce que c'était un petit peu de la provocation, parce qu'il faut vous dire que j'étais avec des étudiants plus jeunes, donc moi à l'époque j'avais 35 ans et eux ils avaient 20 ans, donc j'étais un petit peu le papy du DEA, et donc c'était un petit peu pour les titiller, pour les amuser que j'avais lancé ça. Je suis pris à mon propre piège, et ben, j'ai dit allons-y. Je n'avais pas tout à fait lancé à la légère, parce que à l'époque, entre-temps, j'avais passé le concours d'inspecteur et j'avais pu constater que dans les classes, le bled était massivement utilisé, oui. Alors que la hiérarchie, les professeurs d'école normale, les inspecteurs généraux, les linguistes, tout le monde disait que c'était un petit manuel de rien du tout, qu'il fallait, même certains, il fallait le mettre au feu, un autodafé de bled. Et je voulais élucider ce paradoxe entre des praticiens qui utilisaient le livre et la hiérarchie qui disait que le livre ne valait rien. Pourquoi était-il utilisé aussi massivement? Voilà, c'était donc ma problématique. Et bien sûr, la première des choses à faire, c'est de contacter les éditions Hachette, parce que j'ignorais
j'avais bien vu que les auteurs, c'était monsieur et madame Bled, mais bon, je ne savais même pas s'ils étaient toujours vivants et tout, donc j'ai contacté les éditions Hachette, et à l'époque, le directeur, monsieur Berthelot, m'a immédiatement répondu et m'a dit « c'est la première fois qu'un inspecteur s'intéresse au bled ». Donc j'étais une personne à cultiver, de son point de vue, bien sûr. Et je lui ai demandé, on a beaucoup parlé, enfin bon, je vous passe le... Et donc je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec monsieur et madame Bled? Mais bien sûr, je vais les interroger et tout. Et donc monsieur et madame Bled, très heureux que l'université s'intéresse à leur manuel, m'ont immédiatement accueilli, et j'ai eu, je sais pas, des heures d'entretien avec eux, voilà. Alors, qui était-il, ce monsieur et cette monsieur madame et madame Bled? Bled. Faut jamais oublier madame Bled. Bon, je vous dirai pourquoi. C'était deux instituteurs. Monsieur Bled était plus âgé que madame Bled, mais monsieur Bled avait fait l'école normale, madame Bled aussi, et puis monsieur Bled avait été nommé dans la région parisienne, et dans cette école, madame Bled était également institutrice. Ils se sont connus comme ça, ils se sont mariés, et ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Et c'était de très bons instituteurs. C'était un jour, Bernard Pivot les a appelés les hussards noirs de l'orthographe. Oui, il avait toujours des bons mots. Et donc, au fil des années, ils avaient leur fiche de préparation. Et un jour, il y a un délégué Hachette qui, c'était avant la guerre, hein, dans les années 38, et qui avait remarqué que M. Bled faisait du bon travail. J'ai eu l'occasion de consulter ses bulletins d'inspection. C'était remarquable. Les inspecteurs ne tarissaient pas d'éloges sur l'enseignement de monsieur et madame Bled. Et il leur a dit, mais avec vos fiches, là, vous devriez faire un petit manuel. Je vais vous mettre en contact avec le directeur, qui à l'époque était monsieur Vaubourdol. Monsieur Vaubourdol leur dit, ben, mettez-vous au travail. Et ils ont travaillé pendant toute la guerre. Toutes les années de guerre, ils n'ont pas fait que ça, mais ils ont continué à faire la classe, bien sûr, mais ils consacraient tout leur loisir à faire le premier livre qui était le CE2 cours moyen. Et lorsqu'ils ont eu fini, ils sont allés voir monsieur Vaubourdol, ils ont présenté le manuscrit, c'était des grandes pages A3, avec des dessins, avec des renvois, enfin c'était... J'ai eu l'occasion, je crois que dans ma thèse, il y a des photocopies de l'original, des originaux. C'était très bien fait, une écriture vraiment impeccable, manuscrit bien sûr. Bien sûr. Et monsieur Vaubourdol, voyant ces pages, dit pas possible. On ne peut pas aujourd'hui publier ça. Vous vous rendez pas compte, nous sommes en pénurie de papier. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'éditer A3. Et donc, vous allez me réduire tout ça au petit format. Et donc, ils ont recommencé, et c'est finalement, le livre est sorti tant bien que mal, sur un papier un peu maïs jaune. J'ai eu dans les mains, la première couverture était violette. Elle n'était pas bleue, elle était violette. Et donc, c'était en 1946, hein, on faisait au sortir de la guerre, c'était vraiment les moyens, faire les moyens du bord. Bon, le livre sort, 250 000 la première année. Ah, faut tout de suite rééditer, enfin bon, ça a été un succès foudroyant. Oui, 240 000 la première année, 250 000 la deuxième année. Ensuite, bon, mes chiffres sont cumulés, hein.
Donc, mais c'était régulièrement 200 000 de ce Chaque type. année, oui. Là-dessus, Monsieur Vaubonnet le dit, attendez, maintenant vous allez me faire un deuxième manuel pour les autres classes. Donc, ils ont fait le deuxième manuel. Mhm. Et puis, même succès, 200 000, le cours supérieur, les premières leçons. Donc, ils avaient 4 manuels. Et ils tournaient environ 800 000 par an. Et comment vous expliquez ce succès alors? Et ce succès, c'est tout simple. C'est qu'au sortir de la guerre, d'abord pour commencer, là, sous le régime pendant l'occupation, le régime de Vichy a supprimé les écoles normales. Retenez bien ça, suppression des écoles normales et obligation d'avoir le baccalauréat pour enseigner. Parce que on rentrait à l'école normale avec le brevet supérieur. Donc, les instituts, M. Bled n'avait pas le baccalauréat, il avait simplement son brevet supérieur. À l'époque, il suffisait d'avoir le brevet supérieur, on rentrait à l'école normale, mais à l'école normale, on avait 4 ans de formation professionnelle. Vous entendez bien, c'est ça le problème. Donc, suppression des écoles normales, des enseignants. Alors, il y avait les anciens, bien sûr, comme M. Bled, qui continuait à enseigner, mais tous les nouveaux, pas de formation professionnelle, et puis le baby-boom, là-dessus. Oui. Donc, des classes pléthoriques. Vous aviez des classes, vous disiez, de 48 élèves. 40 élèves. Quand j'ai commencé, moi, ma carrière d'instituteur, en 66, j'avais 45 élèves. 45 garçons. Oui. C'était pas mixte. Hein. Oui, c'est vrai. 45 garçons dans ma classe. Donc, des enseignants, pas de formation professionnelle sommaire, auxquels on demandait le baccalauréat, mais le baccalauréat, ça ne vous apprend pas à apprendre à lire aux enfants. Hein. Donc, difficile. Résultat, pour l'orthographe, on va faire des exercices de Bled très simples. Vous prenez le Bled, page 38, numéro 242, il n'y avait aucun problème. On voyait même dans des classes, en titre, les élèves, au lieu de marquer orthographe, ils marquaient Bled, numéro tant, page tant. Et hop, il y avait l'exercice en dessous. J'ai des photocopies là-dessus. Et donc, succès foudroyant. Ça a duré des années. Et puis, ça, tout marchait bien. La hiérarchie, tant bien que mal, ne disait rien, parce que j'ai des enseignants qui m'ont dit, quand l'inspecteur arrivait, hop, je planquais je cachais le livre. Cachais le livre. Et en plus, petite parenthèse, c'était un excellent livre de punition. Parce que, en punition, tu vas me faire le numéro tant, page tant. Non seulement il avait la punition, mais en plus il faisait de l'orthographe. Il apprenait. Voilà, donc, mais ça c'est un petit peu anecdotique. Donc pour ma thèse, j'ai interrogé de très nombreux enseignants. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Il y en a une qui m'a dit, vous savez, quand j'ai tout essayé en matière d'orthographe, c'est comme l'aspirine, je leur donne du Bled pour le mal de tête. Donc, tout allait bien. Et puis, dans les années 70, 80, au moment où j'ai démarré ma thèse, moi, j'ai démarré les travaux en 78, je l'ai soutenu en 83, donc dans ces années-là, ça commençait à, disons, je ne savais pas parce que tous les chiffres de vente m'ont été donnés par monsieur et madame Bled, non pas par Hachette, puisque c'est confidentiel, bien entendu. Donc, on sentait quand même qu'il y avait des intérêts, et puis la concurrence avait compris sur le marché. Sur le marché, il y avait des livres, des méthodes qui étaient sorties, j'avais recensé tout ça. Ça s'essoufflait un peu. Ça s'essoufflait, voilà. Et donc, ma thèse tombait à point pour les éditions Hachette. Monsieur Berthelot m'appelle en me disant, Monsieur Berlion, est-ce que vous pouvez venir me voir et tout. Bon, je suis allé le voir et il m'a dit, écoutez,
le bled, ça s'essouffle un peu. Il faudrait peut-être, il serait temps de le toiletter parce que le premier exemplaire 46, les phrases n'avaient pas changé. Donc, oui. Et donc vous il y avez avait oui. la télévision n'existait pas, les Oui. voitures, tout ça. Et Monsieur et Madame Bled s'étaient toujours refusés à ce qu'on touche à leurs livres, puisque ça marchait, il n'y avait pas de raison de ne pas continuer. Mais là, comme les chiffres de vente commençaient à chuter, que M. Bled était en bon normand, qu'il était près de ses sous, dit bon, je veux bien, mais M. Bled était aveugle à ce moment-là, il avait une maladie dégénérative et donc il ne pouvait pas s'en charger. Et M. Berthelot a dit, est-ce que M. Berlion, vous accepteriez de prendre le relais, le relais parce que M. Bled a confiance en vous, puisque vous avez fait une thèse, etc. Et voilà comment mon aventure d'auteur a démarré. En tant qu'auteur voilà. du nouveau Bled. Du nouveau Bled. Et alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé là, c'est là que je me suis aperçu que c'était quand même des personnages formidables, M. et Mme Bled, parce qu'on s'est réunis. Alors, j'avais fait le travail en amont, hein, c'est-à-dire que j'avais pris je les connaissais par cœur, bien entendu. Donc, j'avais repris et j'avais coché toutes les phrases à éliminer. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et Monsieur Bled venait chez Hachette, et à l'époque, c'était Alphonse Chevrier qui pilotait ça, et on se réunissait tous les jours, on allait manger, et puis on revenait travailler. Et je proposais des phrases, des modifications de phrases, et M. Bled, il connaissait ses livres par cœur, et il savait à quel endroit il avait mis telle phrase, et c'était vraiment une mémoire extraordinaire. Madame Bled ne disait pas grand-chose, mais c'est elle qui pilotait le plus souvent. J'ai coutume de dire que dans les bleds, il y a 75% de madame et 25% de monsieur. Mais bon, c'est lui qui faisait l'homme. Allez. Et donc, pendant une semaine, on a fait ça. Et puis, ça a bien marché. Les ventes sont remontées. Nouvelle maquette, bien entendu. Nouvelle couverture. On est passé à la couverture blanche au lieu de la couverture bleue. Donc, ça donne bien parti. Et comme ça avait bien marché, c'était l'époque où on commençait à sortir des consommables, petits cahiers consommables. Et M. Berthelot me dit, il serait pas mal qu'on puisse faire des petits cahiers consommables Bled. Est-ce que ça vous dit? Je dis pourquoi pas, allez. Et donc, j'ai fait des petits cahiers. J'ai commencé par le CO2. Et donc, les petits cahiers, même chose, un démarrage foudroyant, les premières années. CM1, CM2, CE1. Et puis, je dis à Alphonse Chevrier qui pilotait, je lui dis, on va faire un CP. Ça va pas, on se tutoyait avec Alphonse. Il me dit, Daniel, ça va pas, de l'orthographe au CP, attends, et qu'ils apprennent à lire. J'ai dit, écoute, j'ai eu un CP dans ma carrière. En février, il y a une bonne moitié de la classe qui sait lire. Il faut les occuper jusqu'à la fin de l'année parce qu'il faut continuer à apprendre à lire à l'autre moitié. Qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là? Alors, pareil, succès, on en vendait plus au CP qu'au CM2. Plus qu'au CM2. Plus qu'au CM2, vous voyez. Et puis comme ça a bien marché, eh bien un jour, on m'a dit, on va faire du parascolaire. Voilà, et là, ça a commencé à être décliné en parascolaire. Voilà, ouais. Et alors là, ça a été... Les 50 règles d'or, des cahiers de soutien... Ça a été l'explosion. Les dictées, enfin... Les dictées, il y a eu énormément de déclinaisons. On l'a décliné sous toutes ces formes. Et au total, aujourd'hui, on a vendu combien d'exemplaires du Bled sous toutes ces formes et avec ses déclinaisons? Du Bled lui-même, je pense que
Alors, en comptant les exemplaires Bled et les miens, je crois qu'on est à 35 000. 35 millions, Ah pardon. oui, voilà, 35 ça veut millions. dire un peu plus que 35 35 000. millions. 35 millions d'exemplaires. 35 millions d'exemplaires. Oui. C'est 20 000. À l'époque de ma thèse, on était à 20 millions. 20 millions. Et depuis, ça doit être 15 millions. Et donc là, on a sorti en 2024 encore une nouvelle édition du Bled. Pourquoi cette nouvelle édition, Monsieur Berlion? C'est une nouvelle édition parce que il faut coller à l'univers des enfants. La société rurale de Monsieur et Madame Bled, bon, elle a perduré jusqu'aux années, je vous dis, 70, oui. Mais à partir des mai 68, vous savez bien ce qui s'est passé. Et puis en 80, c'était fini, c'était ringard, comme on dit. Et puis après, en 83, le premier Mac, hein, je crois que c'est 81 ou 82, oui, 1980, à peu près. Oui, hein, donc, vous voyez l'évolution qu'il peut y avoir. Et donc, périodiquement, on actualise les exercices. On tient compte des avancées aussi que la linguistique peut nous apporter. Monsieur et Madame Bled ne connaissaient pas l'alphabet phonétique international. Les règles de grammaire étaient relativement sommaires. Enfin, quand je dis relativement sommaire, c'est pas péjoratif. C'était très pratique, mais il n'y avait pas de substrat grammatical solide. Voilà. Et les enseignants réclament aujourd'hui, et les inspecteurs, donc il nous faut absolument maintenant coller plus précisément au programme que ça se faisait à l'époque. Et puis, c'était surtout au niveau du vocabulaire. Alors, en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez nous conseiller un livre qui vous a plu parmi tous les livres que vous avez pu lire, M. Berlion? Oh, j'en ai un que j'ai lu quand j'étais relativement jeune, je ne sais plus, 13 ans par là, Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, parce que, bon, ça m'a passionné et je le relis. Alors, c'est ma maman qui avait ça dans sa bibliothèque. Ma maman voulait devenir institutrice à l'époque. Et puis, les choses étant ce qu'elle est, elle était devenue secrétaire, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est pas péjoratif, mais elle avait toujours. D'ailleurs, je vous livrer une petite anecdote. J'ai les certificats d'études de mes parents. Mon père avait réussi le certificat d'études. À l'époque, il y avait des mentions au certificat d'études. Et mon père avait mention passable, ma mère avait mention très bien. Je dois tenir d'elle. J'espère qu'il ne l'a jamais trop su, alors oui, vous venez de votre mère. Ben oui. Mais vous avez relevé le défi. Elle avait une bibliothèque, une belle bibliothèque avec les Jules Verne de la collection Hetzel et tout, que j'ai toujours. Et elle avait Le Comte de Monte Cristo en 6 volumes de la collection Nelson. Et j'avais dévoré ça. Et je le relis. J'ai dû le lire 7 ou 8 fois. Et qu'est-ce qui vous plaît dans Le Comte de Monte Cristo? Ce qui me plaît, c'est que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Et ça a toujours été, dans mon métier d'enseignant, ma ligne directrice. Chez un élève, rien n'est jamais perdu. Il y a toujours quelque chose à tirer de lui, à l'enseignant, d'aller voir ce qui... Je vais vous raconter une anecdote. Oui. J'avais un élève, je vais commencer par Giacomino. J'avais un élève d'origine italienne, ses parents, c'était les années 50, hein, immigration italienne et tout. Ouais. Bon, il parlait en français difficilement. J'avais à l'époque un cours moyen. C'était un quartier quand même assez difficile. Et mon Giacomino, il s'envoyait un peu partout, quoi. Et il n'était pas là, il n'était pas dans les têtes de classe. Mais alors, il dessinait à merveille. Et alors, j'ai passé un contrat avec lui. Je lui avais dit, bah écoute, tu dessines bien, en dictée, tu n'as pas de très bonnes notes, bon. Mais chaque semaine, tu vas nous faire un dessin.
comme tu veux, et on l'affichera à la porte de l'école, avec ton nom et tout. Il a été transformé. Et alors toute la semaine, il passait, il venait me montrer les esquisses. Cette semaine, je vais faire ça, monsieur. Alors, j'ai dit, ouais, vas-y. Bon, et donc, on affichait, tous les parents voyaient ça, et donc, alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais bon. Non, mais vous lui avez redonné la confiance en lui. Voilà. Quand même. Ça, c'était fondamental. Une autre anecdote, si vous me permettez, c'était l'année où j'ai eu mon cours préparatoire, et j'avais un petit arabe, Hakim, et alors lui c'était pareil, hein, je n'arrivais pas à lui apprendre à lire, il n'y avait rien à faire, c'était très très dur parce qu'à la maison tout le monde parlait arabe, il n'avait pas fait l'école maternelle, bon donc c'était vraiment... Et puis un jour on était dans le gymnase, à l'époque il y avait un beau gymnase dans cette école, et puis d'un seul coup je le vois, il était au plafond du gymnase, il avait grimpé à la corde lisse jusqu'au plafond. Tout le monde le regarde, tous les autres élèves le regardaient. Ils s'attendaient à ce que je pique une colère, parce qu'il pouvait tomber. Il redescend. Je lui dis, tu descends tout de suite. Hein. Il arrive en bas, tout penaud. Je lui dis, t'as gagné une image. Et une image, c'était 10 bons points, c'est ça? Voilà, c'était l'époque où on distribuait des bons points, et avec 10 bons points, vous aviez droit à une image. Vous imaginez que Hakim, des bons points, il n'en avait jamais. Donc, une image, pour lui, il m'a regardé avec des yeux, je le revois, j'en ai presque les larmes aux yeux. Vous voyez, j'ai presque les larmes aux yeux. Excusez-moi. Je le revois qui me regarde. Il était beau, en plus, il avait des grands cils noirs. Et son image, tous les matins, il la plaçait sur son bureau, devant lui. Et il regardait son image. Tellement il était fier. Tellement il était fier. Ah, c'est Hakim, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et donc, oui. Il y a toujours quelque chose dans l'homme, dans l'enfant, à plus forte raison. Il faut trouver le joint. Et si vous arrivez à trouver, pour l'un, ça sera peut-être la musique, pour l'un, ça sera peut-être le dessin, pour l'autre, le sport. Tout à fait. Oui. J'ai un ancien élève qui est devenu cardiologue. On s'est revus comme ça. De quoi il se souvenait? Du championnat de basket qu'on avait gagné. Il ne se souvenait pas des dictées ni rien du tout. Il se souvenait du championnat du Rhône de basket. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose, mais il faut trouver. Hein. Même chose lorsque j'étais inspecteur, chez les enseignants. Il y avait des enseignants qui n'étaient peut-être pas performants, etc., mais qui animaient l'école de musique, qui faisaient de l'archéologie, tout ça. Et il faut valoriser tout ça, la curiosité, j'en démords pas. J'en démordais pas. Et le mot de la fin, ce serait quoi pour vous? Le mot de la fin, c'est la conclusion du Conte de Monte Cristo. Attendre et espérer. C'est une belle fin. Merci, Monsieur Berlion, pour cet entretien et pour ce témoignage précieux sur ces auteurs dont vous faites partie et qui ont fait le succès de la Maison Hachette à travers plusieurs époques. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les prochains podcasts Vocation Auteur sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming.